C'est parti, salut les gens, on se retrouve Lioma pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons résumer le cours sur la régulation de la pression artérielle, quatrième cours pour la physiologie cardiovasculaire du module de physiologie pour la première unité de la deuxième année médecine, l'unité sur l'appareil cardio-respiratoire. Avant de commencer notre résumé, on va remercier les professeurs de la faculté de médecine d'Alger, plus particulièrement professeur Dr Arbein pour être le diapo de cours. Sans plus tarder, on commence. L'appareil cardiovasculaire est un appareil très important au niveau de l'organisme humain. Il est constitué du cœur, des vaisseaux qui vont aller de la périphérie, qui vont aller du cœur vers la périphérie qui sont les artères et de la périphérie vers le cœur qui sont les veines. En plus du sang qui va circuler à l'intérieur de ces vaisseaux. Les différents systèmes qui sont observables au niveau du système vasculaire, au niveau de la circulation vasculaire, on a déjà sur un plan horizontal les deux circulations systémique et pulmonaire. La circulation systémique, qui est une circulation nourricière, on l'appelle la grande circulation. Elle va aller du ventricule gauche avec l'aorte jusqu'à gal anha ta'al jism ta'ak. Et ensuite, on va récolter le sang désoxygéné par le biais des veines qui va revenir au niveau de l'oreillette ou là de l'atrium droit. Cette circulation a donc un but nourricier. La deuxième circulation a, elle, un but fonctionnel. C'est la circulation pulmonaire ou bien la petite circulation. Elle va aller donc de l'artère pulmonaire qui va transporter le sang désoxygéné vers les poumons, là où les poumons vont donc faire des échanges gazeux et avoir du coup récolter du coup un sang oxygéné qui va revenir par le biais des veines pulmonaires vers l'atrium gauche, le côté gauche du cœur. Ces deux circulations sont complémentaires pour permettre une bonne fonction, pour permettre la fonction de l'appareil cardiovasculaire. Avec ces deux circulations, on a deux autres systèmes sur un plan cette fois-ci vertical. On a le circuit ou bien la circulation artérielle que tu peux voir ici sur le côté droit de ton écran. Cette circulation artérielle, ce système artériel au niveau de la circulation systémique qui va aller du ventricule gauche en systole avec l'aorte jusqu'aux artérioles de la circulation systémique. Ce système-là est un système qui va être caractérisé par une grosse pression sanguine qui me vient directement du ventricule gauche et par une grosse résistance hémodynamique au niveau des artérioles. C'est le système à haute pression. Le reste, le système veineux avec les réseaux capillaires et la circulation pulmonaire, va me constituer un système qui sera compliant et surtout un système qui aura une faible pression sanguine au niveau des parois des vaisseaux, des veines. C'est le système, c'est le système à basse pression qu'on étudiera un prochain cours, Inch'Allah. Le système à haute pression, comme on a dit, c'est un système qui sera résistif, qui va posséder une grosse résistance hémodynamique, essentiellement localisée au niveau de la paroi des artérioles, et une pression sanguine élevée. C'est la fameuse pression artérielle. Elle est d'origine dynamique, elle me vient de la contraction du cœur, du ventricule gauche en systole, et cette pression artérielle, elle est biphasique. On dit du coup, elle est pulsatile, car elle va varier selon deux valeurs extrêmes. Une valeur minimale qui va être mesurée juste avant la contraction et l'éjection du sang par le ventricule gauche, c'est la pression diastolique qui va tourner aux alentours de 80 mm de mercure, et une valeur maximale qu'on appelle la pression systolique qui va tourner aux alentours des 120 mm de mercure, qui va constituer donc la pression sanguine juste pendant et juste après l'éjection du sang par le ventricule gauche en systole. Cette pression va bien évidemment diminuer au fur et à mesure qu'on va s'éloigner du cœur, de l'aorte, des grosses artères vers des artérioles jusqu'au réseau capillaire et le système veineux. Cette pression-là va devenir monophasique, une seule phase, et surtout va commencer à lentement diminuer. La deuxième caractéristique, c'est bien sûr la résistance hémodynamique. Le sang, en s'écoulant donc dans les vaisseaux, va rencontrer une résistance qui va faire référence donc à la paroi
des différents vaisseaux, et plus précisément celle des artérioles. Les artérioles sont des petites artères, des petits vaisseaux qui ont une paroi musculaire capable de changer de rayon. Donc on peut donc augmenter ou diminuer le diamètre de ces artérioles qui va avoir pour effet de jouer sur la résistance hémodynamique pour l'écoulement du sang. La vitesse de l'écoulement du sang est assez élevée au début donc du système à haute pression, et elle va lentement diminuer jusqu'à presque être nulle au niveau donc du système veineux. Elle va juste légèrement augmenter au niveau des grosses veines comme les veines caves inférieures et supérieures. Autre caractéristique, la surface totale du système à haute pression, du système artériel, va augmenter. La surface de section totale au niveau d'un étage au niveau de ton corps va augmenter grâce à la ramification et à l'augmentation du nombre de vaisseaux artériels. La ramification et le fait d'avoir des branches collatérales et terminales à partir d'une artère principale va augmenter donc la surface totale au niveau de cette paroi, au niveau des parois du coup de ces vaisseaux. La circulation artérielle, donc ce système à haute pression, a un double rôle. Le premier rôle, c'est le rôle de conductance pour transporter le sang. Il va transporter le sang ou en gardant du coup une pression sanguine, une pression artérielle élevée. C'est grâce aux grosses artères et à l'effet de Wien-Kessel. Il faut savoir que les grosses artères ont une paroi dite élastique qui va pouvoir se distendre dans le cas où on va récolter une grosse pression sanguine. C'est le cas de l'aorte, où juste après l'éjection du sang par le biais du ventricule gauche, l'aorte qui possède une paroi élastique va pouvoir se distendre. Cette distorsion de l'aorte, va permettre de supporter la pression élevée qui me sort du ventricule gauche. L'effet de Wien-Kessel permet justement d'expliquer le déplacement du sang et cette réduction de cette pression artérielle, car la paroi de l'aorte va juste après revenir à son état initial, ce qui aura pour effet de pousser le sang vers un, vers un espace plus éloigné, vers une zone plus éloignée de l'aorte, et cette propagation de proche en proche va créer ce qu'on appelle l'onde artérielle. Cette onde artérielle sera responsable des vibrations qu'on pourra palper au niveau de l'examen clinique, au niveau des artères périphériques, qui va constituer ce qu'on appelle le pouls. Deuxième rôle de la circulation artérielle du système à haute pression, c'est la distribution du sang. Le débit cardiaque qui va sortir donc du ventricule gauche doit être distribué vers tous les tissus et organes de ton organisme. Cette distribution est assurée du coup par les petites artères, les artérioles. Les artérioles qui sont donc des vaisseaux sanguins qui peuvent faire varier le diamètre tehom. Ils ont une vasomotricité car elles possèdent plusieurs fibres musculaires lisses au niveau de leur paroi, vont donc changer de diamètre à l'ahsab plusieurs facteurs. On a des facteurs intrinsèques qui sont essentiellement les facteurs métaboliques, les besoins métaboliques les organes en question. Si l'organe en question a besoin de plus de sang, on aura une augmentation le débit au niveau de ces organes-là. Donc, on aura une vasodilatation des artérioles, une augmentation du diamètre de ces artérioles. Et on a des facteurs extrinsèques qui vont permettre de réguler cette vasomotricité artériolaire de manière générale. Le système nerveux autonome, surtout le sympathique, car c'est le sympathique qui va jouer sur la vasomotricité des artérioles, et les facteurs circulants, donc les différentes hormones comme les catécholamines et l'angiotensine 2. L'adrénaline, la noradrénaline, l'angiotensine 2 et d'autres facteurs, d'autres hormones peuvent jouer sur la vasodilatation ou la vasoconstriction de ces artérioles. L'état contractile de base des artérioles, si elles ne sont pas stimulées par une stimulation dite nerveuse ou bien hormonale, elles vont avoir ce qu'on appelle un tonus myogène de base. C'est une légère contraction qui va laisser les artérioles ouvertes sans qu'elles soient trop ouvertes pour donner une vasodilatation, sans qu'elles soient trop fermées entre guillemets pour me donner une vasoconstriction. Le mécanisme qui permet d'ouvrir ou bien de fermer, de rétrécir le diamètre
de l'artériole va laisser, va laisser, ou شنو, va laisser passer le calcium. Ce phénomène, qui est du coup le flux de calcium qui risque d'entrer à l'intérieur de ces myocytes vasculaires, va permettre la vasodilatation. Si on empêche l'entrée de calcium au niveau de ces myocytes, au niveau de ces cellules musculaires lisses, on obtient une vasoconstriction, donc on empêche la contraction de ces cellules musculaires. La pression artérielle, maintenant, c'est la force que le sang va appliquer au niveau de la paroi, au niveau de la surface de la paroi des artères. C'est une pression c'est une grandeur et un élément très important à garder en tête pour la santé cardiovasculaire. Pourquoi? Car non seulement elle permet de garder les artères distendues, ouvertes, pour permettre l'écoulement du sang, mais aussi elle permet une perfusion efficace à les organes. Elle permet du coup cette pression artérielle qui me vient du cœur de faire passer, de transporter le sang vers Gal Anha, le corps tac. Cette pression n'est pas constante, comme on l'a vu tout à l'heure. Elle va varier selon deux grandes valeurs extrêmes. La pression systolique, dans le cas où le ventricule gauche s'est contracté, il a éjecté le sang en systole. Elle va tourner aux alentours des 120 mm de mercure. Et la pression diastolique, valeur minimale, qui est en période de diastole, juste avant l'éjection du sang, juste avant l'éjection ventriculaire. Pour calculer et utiliser cette valeur de pression artérielle, on a calculé en théorie une moyenne théorique, la pression artérielle moyenne. Cette pression artérielle moyenne va prendre en considération la pression diastolique, auquel on va rajouter un tiers de la différentielle, de la pression différentielle, le farq entre la pression systolique et la pression diastolique. Pour la mesurer, cette pression artérielle, on aura deux méthodes. Une méthode directe qui sera invasive, où on va ouvrir le patient, insérer un cathéter et relier ce cathéter à un manomètre pour mesurer directement cette pression artérielle. Elle est utilisée dans certains cas très particuliers et très spécifiques. En clinique, le médecin va généralement utiliser la méthode indirecte. C'est la méthode auscultatoire avec le brassard. Attention, un brassard gonflable. On place un brassard autour du bras et on va le gonfler. On le gonflera suffisamment jusqu'à atteindre une pression supérieure à la pression systolique pour créer une turbulence. En créant cette turbulence, le but, c'est d'écouter le flux turbulent, le flux du sang qui va passer au niveau de l'artère humérale au fur et à mesure qu'on va dégonfler le brassard. En dégonflant le brassard, dès qu'on commence à entendre le sang, on a détecté du coup la pression artérielle systolique. Une fois qu'on continue à dégonfler et qu'on n'entend plus aucun son, on a atteint donc la pression artérielle diastolique, la valeur minimale. Il y a une autre mesure, il y a une autre manière de mesurer cette pression artérielle, c'est par le biais des bracelets ou des brassards automatiques. Mais ce sont des systèmes qui sont utilisés par les patients directement pour pouvoir surveiller leur pression ou leur tension artérielle. L'OMS nous donne un tableau des différentes valeurs de pression artérielle, donc des systoliques et des diastoliques, qui vont nous donner et nous définir les grades, ou du moins les grades donc de l'hypertension artérielle. Si la tension artérielle dépasse 14,9, on parle ici d'une hypertension de grade 1. Si on dépasse 16,10, on parle du coup d'une hypertension artérielle de grade 2. Et si on est au-dessus de 18,11, là on est dans un cas sévère avec une HTA de grade 3. Avec l'âge, la pression artérielle va augmenter, mais ce sera surtout la pression systolique qui aura tendance à augmenter. Car avec l'âge, aux alentours de 40, 50, 60 ans, voire plus, un phénomène physiologique va apparaître, ce sera la fibrose. Différents tissus au niveau de ton organisme, au niveau de tes organes, vont commencer à se fibroser. Du tissu fibreux va envahir des structures de ton organisme. Les artères n'échappent pas à la règle. Les grosses artères de type élastique, comme l'aorte avec leur compliance et leur effet de Winchester, vont subir donc cette fibrose et du coup être envahi par du tissu fibreux qui va donc remplacer le tissu élastique et donc
diminuer l'effet élastique de ces structures-là. Sachant que ces grosses artères élastiques étaient des artères compliantes qui pouvaient s'adapter à la structure. C'était des structures qui pouvaient s'adapter à l'ahsab, la quantité de sang qui arrivait. Notez, blé, le système à haute pression est un système peu compliant par rapport au système à basse pression, à la gel, ou la paroi, les veines qui est beaucoup plus fine que la paroi des artères. Mais reste est que ces grosses artères élastiques avaient quand même une certaine compliance. Cette pression artérielle, une fois qu'on l'a mesurée, il faut savoir qu'elle va varier selon des conditions physiologiques. Et pour que sa variation ne soit pas pathologique, on va devoir la réguler. Comment est-ce qu'on va la réguler? On va réguler cette tension artérielle en jouant sur les déterminants, les facteurs qui vont l'impacter. Ces facteurs-là, on peut les résumer en trois grands facteurs. Le débit cardiaque, la quantité de sang qui va sortir du cœur par minute, les résistances périphériques totales, donc la résistance qui est intimement liée au rayon, donc au diamètre des artérioles, et la volémie sanguine, la quantité de sang totale qui va circuler dans le système artériel, dans la circulation artérielle TI. La volémie sanguine hadia, donc le volume du sang, il va légèrement varier dans les cas physiologiques. Mais du coup, on peut résumer ces déterminants avec deux grands déterminants, car la volémie va impacter le débit cardiaque. On peut donc écrire une équation et faire l'analogie avec la loi d'Ohm pour un circuit électrique en disant que la pression artérielle moyenne est égale au débit cardiaque multiplié par les résistances périphériques totales. Si on augmente le débit cardiaque, la pression artérielle moyenne augmente. Si on augmente les résistances périphériques totales, la pression artérielle moyenne augmente aussi. Car en augmentant la résistance, le sang va subir donc plus de friction avec la paroi, ce qui va avoir pour effet d'augmenter la force que le sang va donner sur la paroi de l'artère ou bien des vaisseaux et donc augmenter cette pression, cette tension au niveau des artères. Maintenant, là, le débit cardiaque, il va être influencé par plusieurs changements, par plusieurs facteurs. On a bien sûr la fréquence cardiaque. Augmenter la fréquence cardiaque ou bien la diminuer va faire augmenter le débit cardiaque ou bien le diminuer. Le volume d'éjection systolique. Si on augmente la contractilité du ventricule, le volume de sang qui va être éjecté sera plus élevé et donc j'aurai une augmentation du débit cardiaque. Si on augmente, bien on améliore le retour veineux. Le volume de sang qui va revenir au cœur sera plus élevé et donc le volume d'éjection systolique sera plus élevé et donc le débit cardiaque sera plus élevé. Ces différents facteurs, fréquence cardiaque, contractilité et retour veineux, sont les déterminants du débit cardiaque et aussi par conséquent de la pression artérielle. Les résistances périphériques totales, qui sont les résistances artérielles, seront principalement localisées au niveau des artérioles. Selon Poisseuil, la résistance d'un tuyau, d'un tube, d'un vaisseau qui va laisser passer un fluide peut être résumée selon cette loi. 8 fois L fois état divisé par pi fois R puissance 4. La longueur L du vaisseau va rester constante au niveau donc du système artériel. La viscosité du sang ne peut changer que dans des cas pathologiques, comme dans le cas où on va augmenter les globules rouges, on va augmenter les éléments figurés derrière le sang, donc la polyglobulie, ça peut augmenter la viscosité. Mais l'élément qui va énormément changer, qui est variable au niveau de cette résistance, c'est bien sûr le rayon des artérioles. Le rayon, la vasomotricité des artérioles va énormément jouer. Donc, pour pouvoir réguler cette pression artérielle, on va jouer sur le débit cardiaque et les différentes, et la contractilité et la fréquence cardiaque, et on va jouer du coup sur la résistance périphérique totale par le biais de la vasomotricité des artérioles. La régulation, on peut du coup la classer selon l'effet THA, le temps l'effet THA. Donc on aura une régulation à court terme qui sera une régulation dite nerveuse qui va intervenir en seulement quelques secondes, qui va mettre en jeu l'arc réflexe des baorécepteurs, des chémorécepteurs et des récepteurs à la volémie. Alors, on aura des baorécepteurs, des récepteurs à la pression qui vont se trouver au niveau de la crosse de l'aorte et au niveau des sinus carotidiens, au niveau de la bifurcation des carotides. Ces baorécepteurs, ces récepteurs qui vont détecter la pression sont liés à des voies nerveuses afférentes. Le nerf de Hering pour
la bifurcation pour les barorécepteurs donc des carotides et le nerf de Sion pour la crosse de l'aorte. Ces nerfs vont ensuite rejoindre et يطلعوا par le biais des nerfs glossopharyngiens pour le nerf de Hering et le nerf vague pour le nerf de Sion. Ils vont remonter vers les centres régulateurs au niveau du bulbe rachidien, les centres de régulation. Ces centres de régulation, on en a trois. Pour la régulation cardiovasculaire, on a deux centres sympathiques et un seul centre parasympathique. Le centre parasympathique est dit cardio-modérateur. Il va lancer des fibres efférentes par le biais du nerf vague pour venir innerver le nœud sinusal de notre cœur. Ce qui va pouvoir avoir pour effet, de faire baisser la fréquence cardiaque et donc de faire baisser la pression artérielle. Les deux autres centres de régulation, le centre cardio-accélérateur qui est un centre sympathique et le centre vasomoteur qui est aussi un centre sympathique, vont eux aussi lancer des nerfs, des efférentes, des voies efférentes qui vont aller par le biais de nerfs sympathiques, qui vont aller innerver le cœur, le nœud sinusal et le ventricule gauche, et les muscles lisses ou la paroi, des parois ou de nos artérioles. L'innervation sympathique au niveau du cœur va avoir un effet chronotrope positif et un effet inotrope positif. Chronotrope positif pour augmenter la fréquence cardiaque et inotrope positif pour augmenter la contractilité au niveau du cœur. En revanche, l'activité, ou du moins l'effet sympathique au niveau des muscles lisses, des vaisseaux, des artérioles, aura un effet vasoconstricteur pour ces vaisseaux. Dans le cas où la pression artérielle augmente, les barorécepteurs seront sollicités, ça va augmenter leur fréquence de décharge, qui va donc être transmise au niveau des centres régulateurs, au niveau du bulbe rachidien. Ça va avoir pour effet d'augmenter l'effet du parasympathique vers le cœur pour avoir un effet chronotrope négatif, diminuer la fréquence cardiaque pour diminuer la pression artérielle, et inhiber toute activité sympathique vers le cœur et vers les artérioles. Donc pour inhiber l'augmentation de la contractilité et inhiber la vasoconstriction des artérioles pour avoir une vasodilatation de ces artérioles et faire par conséquent baisser la pression artérielle. Dans le cas, parce que la pression artérielle est basse, dans le cas d'une hypotension artérielle, les barorécepteurs vont donc ils vont donc moins décharger, envoyer moins d'influx nerveux vers les centres cardiovasculaires régulateurs, ce qui va avoir pour effet de stimuler le système sympathique. Le système sympathique, en étant stimulé, va donc augmenter la fréquence cardiaque, effet chronotrope positif, augmenter la force de contraction, la contractilité du ventricule gauche, donc c'est un effet inotrope positif, pour avoir du coup augmentation du débit cardiaque, et dans le même temps, augmenter la vasoconstriction des artérioles pour augmenter la résistance périphérique totale, et donc les deux augmentations auront pour effet d'augmenter, de faire remonter la pression artérielle. On a, comme on a dit tout à l'heure, d'autres récepteurs. On a les volorécepteurs et les chémorécepteurs qui vont venir et capter, détecter respectivement la volémie, donc le volume sanguin total au niveau de ce système, au niveau de ce circuit, et la composition chimique du sang, que ce soit en oxygène, en CO2 et le pH TaO. Les volorécepteurs, eux, ils sont pour capter et détecter la volémie, le volume du sang, ils vont se situer au niveau du système à basse pression, donc au niveau des oreillettes et des artères pulmonaires. Ils vont capter les variations de volume et vont envoyer un réflexe semblable à celui des barorécepteurs pour aller vers les centres de régulation au niveau du bulbe rachidien. Les chémorécepteurs se situent au même endroit que les barorécepteurs, c'est-à-dire au niveau de la crosse de l'aorte et de la bifurcation des carotides. Ils vont capter la variation d'oxygène, de CO2 et du pH dans le cas où la pression artérielle moyenne est basse, c'est-à-dire entre 40 et 80 mm de mercure. Ils vont stimuler le centre vasomoteur pour activer une vasoconstriction et faire remonter cette pression artérielle. La régulation à moyen terme est une régulation dite hormonale parce qu'elle va prendre quelques minutes et quelques heures à agir, tout simplement parce que c'est le temps nécessaire pour que les hormones fassent effet. Parmi ces hormones-là, nous avons les classiques catécholamines, l'adrénaline et la noradrénaline sécrétées par la glande surrénale, plus particulièrement la médulo-surrénale, et nous avons d'autres hormones comme les hormones du système rénine-angiotensine.
L'angiotensine 2, c'est une hormone, un puissant agent vasoconstricteur qui va faire augmenter la pression artérielle dans le cas d'une hypotension artérielle. Ce qui va se passer, c'est que le rein, par le biais de l'équilibre sodé, par le biais de l'équilibre sodé-TAO, le débit sodé-TAO, et la détection d'une baisse de pression artérielle, va sécréter une enzyme qu'on va appeler la rénine. Cette rénine aura pour effet de transformer l'angiotensinogène, qui est sécrété par le foie, en angiotensine 1. Cette angiotensine 1 va ensuite être transformée en angiotensine 2 par une enzyme, l'enzyme de conversion de l'angiotensine, pardon. Cette angiotensine 2 aura un puissant effet vasoconstricteur pour faire augmenter la pression artérielle, mais elle va aussi stimuler la sécrétion de l'aldostérone. L'aldostérone qui est une hormone très importante qui aura un effet à long terme justement. Cette aldostérone va provoquer une rétention d'eau. Donc on va garder de l'eau, on va réabsorber de l'eau pour permettre d'augmenter la volémie, donc le volume de sang au niveau de la circulation et donc augmenter la pression artérielle. On a d'autres hormones qui ont soit un effet similaire, soit un effet contraire. L'hormone antidiurétique, l'ADH, elle a un effet similaire. Elle va augmenter la rétention d'eau et donc augmenter la volémie et la pression artérielle. Le peptide ou le facteur atrial natriurétique, sécrété euh, par les cellules myo-endocrines au niveau de l'oreillette, donc au niveau auriculaire, aura un effet contraire. Elle aura pour but de faire baisser la volémie et donc de faire baisser la tension artérielle. Comment? En permettant l'excrétion hydrosodée, donc en permettant à l'individu d'uriner plus. Certaines situations physiologiques, certaines circonstances vont permettre de baisser ou bien d'augmenter la pression, la tension artérielle. Le fait de passer d'une position allongée à une position debout va faire baisser la pression artérielle à cause du retour veineux qui est moins élevé. Le stress, avec la sécrétion de plus d'un cocktail d'hormones, parmi elles des hormones qui ont un effet sympathique, l'adrénaline, la noradrénaline, va augmenter la fréquence cardiaque et donc augmenter la pression artérielle. Le sommeil, avec la phase de sommeil lent, va faire baisser cette pression artérielle à cause de la chute ou de la fréquence cardiaque et du débit cardiaque. Le sommeil paradoxal, quant à lui, aura des augmentations phasiques de cette pression artérielle à cause justement de la variabilité du tonus parasympathique. L'exercice physique, lui, aura un double effet. Il va jouer sur le débit cardiaque en augmentant ce débit cardiaque à cause de l'augmentation de la fréquence cardiaque et il va permettre une vasodilatation, donc de faire baisser les résistances périphériques totales. Ce double effet aura pour conséquence finale d'augmenter la pression artérielle. Pourquoi? Parce que le débit cardiaque a augmenté plus que les résistances périphériques ne se sont abaissées. Ce qui va avoir donc pour effet final d'augmenter cette pression, cette tension artérielle. Ici, on a un petit schéma qui nous montre du coup le débit, la distribution du débit cardiaque, donc le débit local au niveau de ces différents organes, va varier lorsque l'on est en période de repos et en période de sport ou d'exercice intense. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le débit, ou du moins la quantité de sang qui est arrivée aux reins et aux organes abdominaux qui était de 20%, 24%, c'est énormément lors d'un exercice intense, à 3%. Tout simplement parce que les muscles squelettiques, qui étaient à 20% dans un état de repos, aident énormément le débit local TAO, car il a des besoins beaucoup plus grands au cours de l'exercice physique. C'était tout du coup pour aide le cours, pour aide le résumé. On se retrouve une prochaine fois, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.